Bonjour. Alors, avant de démarrer cette communication, je souhaiterais adresser quelques remerciements, si ça ne m'est pas décompté de mon temps de parole. Bon, alors je lance mon chrono. Tout d'abord à la Fondation Saint-Louis avec qui nous avons co-organisé ces journées, sur lesquelles nous travaillons maintenant depuis de nombreux mois. Et puis, je souhaiterais adresser mes remerciements également à l'équipe de la conservation régionale des monuments historiques, et en particulier à Irène Jourdeuil, Fabienne Audebrance, Gaëlle Massot, Denis Grandemange, Cécile Rousseau, et également à un autre collègue qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui m'a grandement aidé, notamment pour la question des archives, Luc Forlivesi. Il s'agit, vous l'avez compris, d'un travail collectif. Les recherches menées sur la chapelle de Dreux depuis de nombreux mois, c'est le fruit donc d'une émulation collective au sein du service. Je salue également la présence de notre directrice, Madame Diacon, qui nous a fait l'amitié de venir, et également la présence d'un représentant de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture de notre ministère. Alors, la communication qui suit, celle de Grégoire, donc va plus spécifiquement parler de l'objet architectural qui est la chapelle Saint-Louis de Dreux, mais avec une démonstration finalement qui va relativement dans le même sens, notamment dans le sens de la construction d'une identité politique et dynastique. Ainsi, la chapelle sépulcrale de Dreux remplace aujourd'hui l'église de Saint-Denis. Elle sera désormais la sépulture des rois de France et de leurs descendants. C'est ainsi qu'est décrite la chapelle de Dreux au commencement du premier guide, ou en tout cas du premier ouvrage qui décrit la chapelle, publié en 1847 et rédigé par Pierre-François Léonard Fontaine, architecte au service du roi et de la famille d'Orléans depuis de nombreuses années. Pourtant, tel n'était pas le destin originel de la chapelle, fondée par Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, afin de rassembler les sépultures de ses aïeux et en particulier d'honorer la mémoire de son père, le duc de Penthièvre. La chapelle Saint-Louis de Dreux change brutalement de statut avec la monarchie de Juillet. Ce premier édifice de plan centré et de dimension plutôt modeste, que vous voyez à gauche de l'écran avec à la fois la maquette et une représentation graphique, était tout à la fois un monument commémoratif et funéraire pour les quelques sépultures familiales rapatriées en 1783 à Dreux, après la cession donc de Rambouillet au roi Louis XVI. Avec l'accession au trône de Louis-Philippe, puis les décès successifs de Marie d'Orléans et surtout de Ferdinand Philippe en 1842, la chapelle change littéralement, au sens premier du terme, de dimension politique et architecturale. La transformation de la chapelle en nécropole royale se traduit donc matériellement et visuellement par un agrandissement et surtout, on l'a déjà vu dans la communication précédente, un changement radical de parti pris architectural. La nouvelle chapelle est, pour ainsi dire, transfigurée. C'est ce que vous avez à droite à l'écran avec le projet de Lefranc et sa réalisation en grand, si je puis dire. Voulue par Louis-Philippe, la nouvelle chapelle, qui fait quasiment entièrement disparaître l'ancienne en l'englobant, quasiment en l'absorbant, est conçue et réalisée pour manifester visuellement la mémoire éternelle de la famille d'Orléans et devient ainsi un monument identitaire de la nouvelle dynastie. Ce sont ces multiples transformations au service d'un objectif politique qui sont l'objet de la présente communication. Je vais me permettre de revenir quelques instants sur la chronologie d'un chantier qui a connu de multiples rebondissements, même si certains ont déjà été exposés dans la communication précédente. Donc c'est un chantier qui s'échelonne en gros de 1815 à 1850, et donc la chronologie va permettre de refixer les principales étapes de ces deux édifices distincts, même si l'un est rebâti sur l'autre, qui vont se succéder à l'identité visuelle franchement différente.
L'histoire de notre chapelle commence avec la cession au roi Louis XVI du domaine de Rambouillet par le duc de Penthièvre. Rambouillet, vous l'avez compris, où étaient inhumées les dépouilles de ses ancêtres. Cession en échange du comté de Dreux. Le duc de Penthièvre devient alors propriétaire du château de Dreux, avec en son sein la collégiale Saint-Étienne, que vous voyez à gauche en élévation et à droite en plan. Ça doit être le pointeur. Donc ici, et qui présentait des dimensions assez importantes. Donc, à la suite de ce changement de propriété, il organise la translation des cendres de ses ancêtres. Translation, on l'a dit, qui eut lieu le 25 novembre 1783 à 6 heures du soir, suivant le PV qui est aujourd'hui conservé aux archives départementales d'Eure-et-Loir. Pour accueillir ces restes ou ces cendres, il fait construire un caveau sous le maître-autel de la collégiale Saint-Étienne de Dreux. Détail qui a son importance, on va le revoir. Le second chapitre s'ouvre en 1793 avec la profanation donc, des sépultures exhumées puis réunies dans une fosse à proximité immédiate de la collégiale dans l'ancien cimetière des Chanoines. À l'écran, vous avez un dessin qui est aujourd'hui conservé au musée, dont la date est assez incertaine, mais qui pourrait avoir été réalisé au moment de l'exhumation et de l'enfouissement dans la fosse, et qui vous présente le positionnement des corps dans la dite fosse. En 1798, le domaine est démantelé, vendu. À la suite, la collégiale est démolie. Le troisième chapitre s'ouvre avec le retour d'exil de Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, qui se met quasiment tout de suite en quête d'honorer la mémoire de ses ancêtres et surtout de son père, afin de leur redonner une sépulture digne. À partir de 1815, donc, les négociations sont entreprises pour le rachat des terrains par la duchesse douairière. Alors, le propriétaire des terrains est prêt, suivant les correspondances que nous avons, à donner son terrain pour la construction d'une chapelle dans un courrier de novembre 1815. Mais déjà en février 1816, il demande finalement 7 000 francs. Il a un petit peu changé d'avis entre-temps. Le contrat d'acquisition est finalement fixé à 8 000 francs. La duchesse confie la conception de la chapelle à Claude-Philippe Cramail, architecte dont on ne sait pratiquement rien, si ce n'est qu'il est donc architecte de profession installé à Paris, place Saint-Germain-l'Auxerrois, comme vous voyez à l'écran, dans un courrier signé de sa main. La conduite d'opération de cette chapelle est faite par un certain Lamésange, maître maçon à Dreux, et qui occupera par la suite des fonctions politiques dans la même ville. Ce premier chantier est surtout documenté grâce à une abondante correspondance entre l'architecte et le chancelier Folmont, qui est en charge du suivi du chantier. Assez peu de documents graphiques existent de cette première grande phase. En revanche, les descriptions écrites sont relativement précises. Comme l'a rappelé tout à l'heure Grégoire, des questionnements apparaissent très vite, notamment au sujet de l'emplacement de la chapelle. Et en effet, l'architecte explique qu'il souhaite construire à l'emplacement de l'ancienne collégiale, et notamment au-dessus du fameux caveau construit en 1783. Ces arguments d'ailleurs sont assez valables. Il explique que la chapelle sera alors plus visible, qu'elle sera isolée, d'un abord facile, et évidemment il avance l'argument technique de la réutilisation des fondations de la collégiale. Il réalise d'ailleurs 5 projets, dont 3 sont visiblement des petites chapelles rattachées à un édifice plus vaste, une future église à venir. Mais finalement, c'est un petit projet qui sera réalisé, de dimension très modeste, et c'est la duchesse qui a gain de cause, donc, puisque la chapelle sera réalisée non pas à l'emplacement du caveau, mais à l'emplacement de la fosse, c'est-à-dire au-dessus de l'ancien cimetière des Chanoines. En
1816 donc commence ce chantier, en septembre 1816. Cramail, on l'a vu, obtient assez rapidement l'autorisation d'utiliser comme carrière de pierre l'ancienne abbaye de Coulon, mais également le château de La Ferté-Vidame, qui est également une propriété de la duchesse. Et en décembre 1816, donc, il présente son projet à la duchesse, projet qui est validé en l'état. En 1818, une première inhumation a lieu dans la chapelle qui vient quasiment tout juste de commencer. Il s'agit donc de Mademoiselle de Montpensier. En avril 1819, la coupole est terminée, mais en juin 1821, à la mort de la duchesse, la chapelle n'est pas terminée et elle sera donc inhumée dans ce qu'on a coutume d'appeler la crypte principale, avec ses aïeux qui sont placés dans le même caveau à cette occasion. La duchesse sera inhumée à son emplacement définitif simplement plus de 20 ans plus tard, en avril 1844. Son testament demandait que son fils mène à bien l'achèvement du chantier, ce qu'il fera. Et le 27 juin 1822 a lieu la bénédiction solennelle de la nouvelle chapelle. Et en juillet 1822, il procède à une nouvelle exhumation des restes de la famille de Toulouse et de Bourbon-Penthièvre pour les rassembler à nouveau dans la crypte principale. Donc ça fait deux exhumations dans un laps de temps extrêmement court. À gauche, sur l'ensemble de la diapo, vous voyez en fait à quoi pouvait ressembler cette première chapelle, extrêmement différente donc de la réalisation que vous connaissez aujourd'hui, un petit temple néoclassique, et à gauche une aquarelle qui est conservée ici à Dreux à la Fondation, qui illustre assez justement le propos de Victor Hugo dans une correspondance à Alfred de Vigny, qui dit « C'est un tombeau qui s'élève sur un palais qui croule ». Donc le tombeau étant la chapelle ici au centre, et le palais qui croule, en fait, ce sont l'enceinte du premier château médiéval qui est effectivement en train de s'écrouler. Alors ce premier temple néoclassique ne restera pas longtemps visible, puisque dès les années 1839-40, donc Louis-Philippe entreprend de modifier de manière considérable la chapelle. D'abord probablement effectivement pour la mettre en quelque sorte au goût du jour, et puis très rapidement pour en faire la nécropole royale, puisque par ordonnance du 23 juin 1843, il décide que notre chapelle royale de Dreux est consacrée à la sépulture des princes et princesses de notre famille, ainsi qu'à celle de nos successeurs, descendants et héritiers. C'est alors l'occasion de transformer un monument qui semble mal aimé déjà de Louis-Philippe et de son épouse, puisque celle-ci note dans son journal intime « De l'extérieur, je la trouve disproportionnée et lourde. L'intérieur est beau et simple. » Pierre-Bernard Lefranc, élève de Charles Percier et de Pierre Fontaine, est mandaté pour agrandir et modifier profondément l'aspect de la chapelle. Ce second chantier est quant à lui documenté par des détails de comptes, des comptes de travaux, et également par une grande série de plans, documents graphiques, plans, coupes, élévations, dessins d'exécution et projets. Ce que vous avez à l'écran montre un état intermédiaire où on voit encore la chapelle néoclassique conservée, sa façade, son dôme à caisson. En revanche, vous voyez côté oriental, donc la chapelle de la Vierge qui est déjà construite. Donc, comme on l'a vu dans une image précédente, il y a un temps une cohabitation, on va dire, entre les deux styles profondément différents. Donc, cette construction est entreprise à partir de 1839. Il s'agit de remanier à la fois les circulations entre les différents caveaux, cryptes et souterrains, et également de construire cette chapelle de la Vierge qui devient en quelque sorte le sanctuaire, le saint des saints de la famille d'Orléans, où sera inhumé le roi et sa famille la plus proche.
Alors maintenant, si on s'intéresse de plus près à l'architecture de ces deux projets successifs, de ces deux réalisations même successives, on va revenir donc sur le premier projet de Cramail. Alors, ce monument, on l'a vu très vite, est entaché d'une mauvaise réputation, hein, d'après les écrits même de la famille d'Orléans et également de Pierre Fontaine, que l'on retrouve. Il le décrit comme tortueux, sombre, sans air, avec des caveaux peu étendus, ne pouvant renfermer d'une manière convenable les dépouilles mortelles de la famille royale. On sent bien donc que la cause de cette chapelle est entendue, elle est disproportionnée, lourde, de taille insuffisante, avec des caveaux humides et sombres. Et c'est une chapelle, nous dit-on, qui manque de dignité. Son sort, alors, est vite scellé. À tel point même que la postérité a oublié Claude-Philippe Cramail. De lui, on ne sait quasiment rien. C'est un fantôme dans les archives. On a quelques documents qui attestent de sa naissance en 1772. Il naît à Versailles et il meurt à Paris le 16 décembre 1855. Ses grands-parents sont originaires de Dreux. Ça peut expliquer le choix de cet architecte pour la réalisation de la chapelle. On conserve son acte de mariage à gauche et son acte de décès à droite. S'agissant des documents graphiques pour Dreux, il y en a assez peu qui figurent sa signature. Vous en avez un à gauche, mais pour un projet qui n'est pas la chapelle, mais qui est un projet de restauration de la maison des Chapelains. Un projet de 1822, d'ailleurs, qui n'est pas validé, qui ne sera pas réalisé. Donc on sent bien qu'après le décès de la duchesse, il est évincé du chantier. À droite, vous avez un autre document un peu plus tardif qui atteste de son activité d'architecte après le chantier de la chapelle. Alors, si maintenant on s'intéresse donc au plan de la chapelle, on constate que c'est un plan pas si fréquent dans l'architecture française, qui certes s'inscrit dans les recherches néoclassiques contemporaines, mais qui reste relativement marginal dans l'architecture française. Alors, il s'agit donc d'un plan en forme de croix grecque, dont les bras d'ailleurs ont des tailles un tout petit peu différentes, légèrement plus longs à l'ouest et à l'est, et dont les bras du transept se terminent par un chevet plat. Un emmarchement avec colonnade constitue la façade principale que vous voyez sur la maquette, tandis qu'une exèdre, si on revient sur le plan, ici, constituait probablement une sacristie. Alors, d'après les plans anciens que nous avons, notamment des plans du 19e, cette exèdre semble construite sur une des tours de l'enceinte, mais suivant les plans qu'on a vus ce matin, notamment lors de la première intervention, ça n'a pas l'air de vraiment correspondre. Donc, c'est un point qu'il faudra clarifier. Donc, l'emploi d'un plan centré peut se rapporter à une sorte de tradition depuis l'Antiquité qui voit l'association entre plan centré et fonction funéraire. Quelques exemples fameux, évidemment, pour illustrer cette association entre plan centré et fonction funéraire. Bien sûr, le Panthéon, qui reste la référence majeure, mais également le mausolée de Constantin à Rome, que vous avez à gauche. C'est un plan qui perdure peu au Moyen-Âge, mais dont on peut trouver quelques exemples, notamment l'oratoire de Germilly-des-Prés pour Théodulphe, ce que vous avez à droite. En fait, il faut attendre plutôt la Renaissance pour voir des architectes se repencher sur la question donc du plan centré, notamment à vocation funéraire. Je ne cite que quelques exemples, ceux de Brunelleschi pour la chapelle vieille à San Lorenzo de Florence, également Michel-Ange la sacristie neuve, mais je pourrais citer les travaux de Bravante et surtout d'Antonio da Sangallo, le vieux. En France, évidemment, on l'a cité, la chapelle d'Annette pourrait éventuellement avoir servi de modèle d'inspiration à notre ami Cramail, où on va retrouver notamment le dialogue entre le pavement et la voûte à caisson.
Un peu plus tard à la Renaissance, il faut bien sûr citer les exemples de la rotonde des Valois, où on a justement précisément un exemple de chapelle dynastique qui utilise ce plan centré. Et au XVIIe, pour les Bourbons, les projets inachevés, toujours pour Saint-Denis. Donc les projets de François Mansart, qui reprennent un plan centré avec des dimensions assez considérables, et également les travaux du Bernin. Au XVIIIe siècle, le plan en croix grecque est également utilisé par Soufflot, bien sûr, pour l'église Sainte-Geneviève, transformée ensuite en Panthéon. Un autre chantier strictement contemporain de notre chapelle appelle une comparaison directe et assez frontale. Il s'agit bien sûr de la chapelle expiatoire, réalisée par Pierre Fontaine dans une tranche chronologique similaire entre 1815 et 1826. On y retrouve la même façade avec les 4 colonnes, le fronton surmonté d'une coupole et quasiment le même plan en croix grecque, bien que ici Fontaine utilise plutôt un plan tréflé. L'élévation est également extrêmement similaire. Je vous montre de vue intérieure qui parle d'elle-même, où on retrouve les mêmes vocabulaires de pilastres et de voûtes à caissons. Pour terminer cette série comparative, 2 autres exemples. À Rosny-sur-Seine, la chapelle qui est édifiée pour le duc de Berry par sa veuve, la duchesse de Berry, par un architecte suisse du nom de Fröhlicher entre 1822 et 24, donc juste après la chapelle de Dreux, où évidemment, là encore, la parenté parle d'elle-même. Et enfin, bien sûr, la chapelle Notre-Dame de Compassion réalisée par Lefranc sur les plans de Fontaine, qui reprend lui aussi le plan en croix grecque. Alors, si on revient à Dreux, on voit donc que notre petit temple s'inscrit dans un contexte de recherche néoclassique. Il s'y inscrit parfaitement. Au rez-de-chaussée, donc, qui était plutôt un niveau destiné à la prière, on retrouve donc un espace éclairé par la coupole avec un éclairage zénital. Ce qui nous intéresse plus, c'est la fonction donc funéraire de cette chapelle et notamment la disposition des caveaux, puisque sous le niveau de sol, on avait 2 espaces superposés et successifs de caveaux, ce qu'on appelle la crypte principale qui est ici, et en dessous, une crypte inférieure qui permettait d'accéder par un savant système de souterrain à ce que l'on appelle le caveau Penthièvre. Alors, comment accède-t-on à ces niveaux de caveaux ? Eh bien, depuis la chapelle, et là je donc par la maquette, on contournait l'autel avec un escalier qui vous permettait d'accéder à une rampe droite, qui permettait d'arriver à un premier palier qui desservait la crypte principale. Alors aujourd'hui, l'escalier qui permet de contourner l'autel existe toujours. En revanche, la rampe droite a été condamnée. On arrivait donc ainsi à ce premier palier, crypte principale, et ensuite un deuxième petit espace funéraire. Pour accéder au niveau inférieur, il fallait prendre un escalier en vis, ici, qui permettait d'arriver au caveau inférieur que vous avez là. Et donc voilà le savant système de souterrain avec des rotules qui permettaient de tourner et d'arriver donc au caveau Penthièvre. Le caveau Penthièvre, lui, il a été reconstruit, remaçonné en fait à l'emplacement du caveau qui était sous l'autel de la collégiale Saint-Étienne. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. J'ai essayé de bricoler matérialiser en fait l'emplacement des souterrains pour vous montrer le circuit. Donc ici, on a la crypte principale à l'emplacement de la fosse de 1793. On prend un premier couloir, la rotule, un second couloir, et on arrive donc approximativement sous le cœur de la collégiale. Voilà à quoi ça ressemble. Les niveaux de couloirs, les successions de cryptes n'ont pas été trop modifiées par le second chantier. Et ici, vous avez... Pardon, j'ai raté le caveau Penthièvre, il est ici.
Pour clore cette partie sur la chapelle de Cramail, je vous montre un dessin assez intriguant qui est conservé au musée de Dreux, dont je remercie au passage les équipes, et qui a l'air d'être un dessin réalisé au moment du chantier de la crypte inférieure et qui montre un certain nombre de maçonneries existantes et qui pourraient être en fait des caveaux du cimetière des Chanoines. Alors cette première chapelle de Cramail, elle est totalement modifiée par le grand dessin de Louis-Philippe, qui consiste tout à la fois donc à mettre au goût du jour la chapelle, l'agrandir pour pouvoir accueillir les sépultures de ses héritiers et descendants, conformément à l'ordonnance, mais également qui consiste, on l'a bien vu dans la communication précédente, à réaliser une nouvelle identité politique et dynastique. Donc la chapelle est agrandie très largement, y compris d'ailleurs au niveau de sa plateforme. On l'a vu, donc ça c'est l'emprise de la première chapelle Cramail en gras, et la seconde l'enveloppe complètement avec un système de galeries, déambulatoires, et la façade néogothique qui vient se plaquer sur le petit temple néoclassique. Et ici, la chapelle de la Vierge, donc, qui constitue le point d'orgue, en quelque sorte, de la fonction funéraire de la chapelle. Le plan ici de Lefranc, le projet de Lefranc, de cette façade néogothique qui vient en applique sur la première façade. Alors, on voit assez bien quand on se promène dans la chapelle de Dreux la jonction entre les deux parties. Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais en fait, on arrive à suivre de quelle façon en fait les deux maçonneries se sont chaînées entre elles pour pouvoir se raccrocher. Donc ici, évidemment, c'est la partie néogothique qui vient s'appuyer sur la partie néoclassique, et on a dû affamer en quelque sorte une partie de la maçonnerie néoclassique pour que les deux édifices soient collaborants en quelque sorte. Et vous avez ici le déambulatoire. Je vois que le temps passe, donc je ne m'attarde pas trop sur cette jonction, mais on voit donc bien les portiques qui sont remis de chaque côté, pour vraiment envelopper la chapelle de Cramail. Et une confrontation stylistique quand même assez improbable entre deux vocabulaires radicalement différents. Un vocabulaire néoclassique avec ses pilastres cannelés. Alors moi j'ai 3 minutes à mon chronomètre, mais on va accélérer. Et le vocabulaire néogothique du déambulatoire. Je passe également sur tout le décor sculpté qui réhabillera l'édifice néoclassique, puisque vous aurez une communication à ce sujet. La période de cohabitation entre les deux États, on l'a déjà vu, donc je ne m'attarde pas. Je vais directement sur le projet qui a consisté à agrandir les cryptes pour en faire vraiment une vocation de chapelle dynastique destinée à accueillir tous les descendants de la famille d'Orléans. Donc là, le système de circulation est changé. Donc, on ne rentre plus dans le caveau supérieur par l'autel, mais on va y rentrer par le déambulatoire. Donc, on a un accès derrière l'autel directement dans le déambulatoire qui permettra de desservir la chapelle de la Vierge et les niveaux inférieurs de caveau. Ici, donc, un dessin qui projette le pavement de la chapelle, qui est celui réalisé. Chapelle de la Vierge, donc destinée à accueillir le tombeau du roi et de ses enfants, Ferdinand Philippe, Marie d'Orléans. Et ici, donc, vous voyez les accès latéraux. En vrai. Et on arrive dans la crypte supérieure, qui est à l'écran, vous avez probablement son état avant agrandissement et transformation. Un dessin qui date sans doute de 1842, au moment de la mort de Ferdinand Philippe. C'est à ce moment-là, en fait, que Louis-Philippe se rend compte que cette crypte principale n'est pas digne d'accueillir la sépulture de son fils, qu'elle est trop humide, elle est très sombre, il n'y a pas d'éclairage forcément. Pas de lumière directe. Donc c'est à ce moment-là probablement qu'il donne une impulsion pour changer à nouveau le projet de Lefranc, puisque si on regarde ce premier projet, on voit une crypte principale qui est quasiment dans les mêmes dimensions que celle de Cramail,
En revanche, le réalisé est différent. Donc, c'est une crypte couverte d'une coupole à caisson avec un système d'alvéoles. On n'a pas le projet de Lefranc. En revanche, on a ses dessins d'exécution. Le tout est desservi par des couloirs de circulation avec un apport de lumière qui permet de rendre peut-être moins sinistre cette crypte. Et enfin, on accède à la crypte inférieure non plus par le petit escalier en vis, mais par un escalier en fer à cheval beaucoup plus monumental et qui permet d'accéder donc au système des caveaux et des souterrains. Alors, je passe aussi très rapidement sur les différences qui existent entre les projets et la réalisation. Sur le fait que dans le projet de Lefranc, il y avait quand même une décoration assez sobre et qu'en réalité, l'exécuté sera un peu plus chargé, notamment avec le décor d'arcature et la couronne qui intervient dans un second temps, couronne qui est aujourd'hui déposée, de même que la balustrade en pierre. La flèche, initialement, était aussi beaucoup plus monumentale. Elle a pris la foudre en 1876. Là, vous la voyez sur une photo de 66. Et aujourd'hui, elle présente un aspect très différent. Donc on l'a vu, le projet de Louis-Philippe consiste à transformer radicalement cette chapelle de Dreux. Cette transformation obéit à 3 objectifs. Un objectif fonctionnel, accueillir plus de sépultures. Un objectif esthétique, remettre en quelque sorte la chapelle au goût du jour. Mais également, évidemment, un objectif politique et quasi symbolique qui consiste à redonner une identité à la famille d'Orléans. En témoigne une autre réalisation architecturale de l'autre côté de la Méditerranée. Il s'agit de la chapelle construite à la demande de Louis-Philippe à Carthage entre 1840 et 41, à l'emplacement du lieu de décès de Saint-Louis. Et pour la construction de cette chapelle, Louis-Philippe choisit, et évidemment ce n'est pas un hasard, la réutilisation du modèle néogothique de Dreux. Vous voyez que le plan est assez similaire. Donc il étend au-delà de la Méditerranée son objectif mémoriel. Voici en élévation ce que cela donne. Évidemment, la parenté est assez frappante. Je précise que cette chapelle Saint-Louis est aujourd'hui détruite. Ainsi, de la même manière que la Sainte-Chapelle symbolise et résume presque à elle seule la figure de Saint-Louis, la chapelle de Dreux, quant à elle, matérialise l'ambition dynastique de Louis-Philippe. 31 minutes.